Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Pour cette vidéo, je mets les petits plats dans les grands et vous propose une vidéo où technique, philosophie, marketing, histoire et tradition se mêlent pour mettre en perspective l'avenir électrique d'une marque qui, au contraire de ses concurrents nationaux, a oublié d'être frileuse, égocentrique et réactionnaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de Honda et de son programme électrique qui, contrairement au simulacre des autres constructeurs japonais, pourrait bien faire un beau succès commercial. Du moins, on l'espère. Avant de commencer cet épisode, pour ceux que ça intéresse, je vous informe qu'il y aura un vlog ici, sur Inside, la chaîne secondaire, qui n'est pas très peuplée en ce moment. Mais bon, si jamais vous êtes intéressé par l'envers du décor, allez-y, parce que y a des choses intéressantes pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la manière dont je fais mes vidéos et sur la situation actuelle de la chaîne. Sachant qu'on va arriver bientôt aux 100 000 abonnés, et donc je prépare des choses forcément. Donc allez voir si ça vous intéresse. Voilà. Parlons maintenant de notre sujet. Honda, c'est une marque qui parle à énormément de monde. Lorsque l'on dit Honda, ce sont des produits de qualité, durables, légers et efficients qui viennent à l'esprit. Honda, dans nos esprits modernes, c'est une marque qui fait les choses bien et dans une sobriété de bon aloi. Il n'en a toutefois pas été ainsi au début de la marque. Et clairement, Honda n'en est pas arrivé là sans faire énormément d'efforts. Revenons au siècle dernier pour bien comprendre comment Honda est parvenu à son niveau actuel. L'entreprise naît en 1949 sous sa forme actuelle, mais son histoire remonte en fait 12 ans plus tôt. Soichiro Honda, un ingénieur de 31 ans, veut lancer sa propre entreprise. Il crée Tokei Seiki. Désolé pour la prononciation, je sais pas comment ça se prononce, je fais à la française. Une petite société ayant remporté un contrat de fourniture de segments de pistons à Toyota. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, un segment est un joint métallique qui sert à étanchéifier un moteur. Dans un moteur à combustion interne, les segments empêchent les gaz sous pression de s'échapper vers le dessous du piston, et donc vers la partie lubrifiée, etc., etc. La bonne qualité de cette pièce est donc primordiale pour un bon rendement du moteur. Et force est de constater que la qualité n'est pas au rendez-vous au début. Toyota rejette les segments Honda et renvoie ses concepteurs dans les cordes du ring industriel. Honda n'en reste pas là et se plonge dans les standards de qualité dictés par Toyota, afin de comprendre comment réaliser un produit de qualité à un prix raisonnable. À force de persévérance et d'itérations successives, les segments Tokai finissent par être acceptés et même plébiscités par le constructeur automobile. Grâce à une méthode innovante incluant énormément de process automatisés, on parle de machines automatiques ici, pas encore de robots. La production des segments ne requiert que peu de main-d'œuvre, mais surtout une main-d'œuvre peu qualifiée. En 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, c'est un énorme avantage. Soutenu par le pouvoir en place, Toyota prend des parts de Tokei Seiki pour en booster l'expansion. Toutefois, celle-ci va mettre à genoux l'entreprise et il n'en reste presque plus rien après les bombardements américains. Toyota en rachète les ruines pour 450 000 yens et Soichiro Honda s'en sert pour créer une nouvelle entreprise, une toute petite entreprise, la Honda Technical Research Institute. Dans un tout petit local de 16 mètres carrés, une toute petite équipe crée un vélo motorisé par un moteur de générateur électrique provenant des surplus militaires. 3 ans durant, ils vont développer, produire et vendre ce petit véhicule, mais ce qui importe surtout, c'est qu'ils vont acquérir de l'expérience dans le domaine des 2 roues motorisées. En 1949, Soichiro Honda s'associe à plusieurs autres investisseurs et ingénieurs pour créer Honda Motor, l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est le début d'une sacrée success story. En 1963, Honda est le premier constructeur mondial de motos et lorgne vers la voiture. Je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de la marque, mais les amateurs se rappellent bien des Civic CRX, de la NSX ou bien de la S2000 qui ont brillé au firmament des voitures sportives entre autres. En revanche, il est nécessaire de parler de l'aventure des énergies alternatives chez Honda, car cette partie de son histoire est bigrement intéressante et surtout va déterminer ce qui arrive maintenant. De tout temps, Honda était une entreprise soumise à des conditions plus dures que Toyota, car dans les moments difficiles, l'entreprise ne bénéficiait pas du soutien de l'État et donc des finances publiques. Si on veut comparer avec l'Europe, Toyota c'était un peu le Renault du Japon. Nissan c'était un peu comme Peugeot, donc ils avaient des aides mais pas tant que ça, et puis les autres démerdez-vous. De plus, Honda n'existait pas encore au moment de l'attribution des aides publiques financées par le contribuable américain.
Né après la guerre de la nécessité de se déplacer en recyclant les surplus de guerre, Honda a accueilli très rapidement les énergies alternatives dans son offre de produits. Tout a commencé d'abord par le gaz naturel, par exemple dans les générateurs électriques. En 1997, c'est la loi sur la qualité de l'air californienne qui met une grosse pression à Honda, dont la Civic et l'Accord sont très prisés dans l'État. Honda doit alors s'intéresser aux véhicules zéro émission s'il veut continuer à vendre ses autos en Californie. Le japonais s'intéresse alors, comme ses concurrents, aux batteries et aux moteurs électriques. Ainsi naît une citadine très intéressante, le V+. Dotée d'une batterie cadmium-nickel de 29 kWh et d'un moteur de 67 chevaux, la voiture a une autonomie de 100 à 130 km seulement. Uniquement disponible à la location, la voiture a son petit succès, mais en 1999, elle est retirée du marché et une bonne part des autos sont détruites. La raison de ce changement ? Eh bien, la modification de la loi californienne qui donnait beaucoup plus de temps pour réduire les émissions de CO2. L'argument des constructeurs ayant fait front contre l'État de Californie était que les batteries étaient plus problématiques que la technologie qu'ils développaient alors, la pile à combustible à hydrogène. Avec le recul, les politiciens de l'époque se sont fait abuser. Non seulement la technologie de l'hydrogène est plus polluante que toutes les autres en raison de rendements réduits et de matériaux extrêmement énergivores et polluants à produire, mais en plus, cette technologie de dans 3 ans n'a jamais été destinée à entrer en production. Le but des constructeurs qui avaient développé l'hydrogène n'était que de retarder la fin des véhicules à combustion interne. Marché extrêmement juteux pour toute une filière tenant les clients à la gorge, voire les tenant un peu plus bas. Bon. Honda a également investi dans l'hydrogène, mais pas comme tous les autres. En 2008, la FCX Clarity est la première voiture à hydrogène testée à grande échelle en Californie, et malgré une seconde itération en 2014, finit par être abandonnée par Honda. Ou presque. Si cette aventure n'a pas donné de résultats probants dans le domaine de la voiture, la pile à combustible Honda a tout de même trouvé des utilisations nettement plus intéressantes. En effet, Honda avait déjà en tête de l'utiliser pour d'autres choses. Entre autres, Honda produit, je vous l'ai dit tout à l'heure, des générateurs électriques dans sa filiale énergie. Des groupes électrogènes à hydrogène a du sens pour des conditions particulières où les batteries sont trop lourdes et trop peu denses pour être pratiques. Honda propose par ailleurs ces piles à combustible à toutes les entreprises qui veulent les intégrer dans des véhicules ou des systèmes nécessitant une bonne autonomie électrique. Encore une fois, Honda n'a pas mis d'œillères. Ils n'ont pas voulu développer l'hydrogène uniquement pour discréditer la voiture électrique, ils ont développé la voiture à hydrogène en profitant des subsides de l'époque et aujourd'hui la destinent aux applications où elle est réellement meilleure que les autres. En parallèle de ses recherches dans l'hydrogène, Honda suit aussi le chemin du grand frère Toyota avec des hybrides. Insight et Civic sont d'intéressantes alternatives à la Prius. Mais celle qui retient vraiment l'attention est le coupé CRZ. Pour l'avoir conduite quelques jours en voiture de fonction, ce petit coupé était bluffant. Doté d'une boîte manuelle, oui, une hybride manuelle, ça existe, l'hybridation avait 2 fonctions. Premièrement, rendre la voiture économe en conduite normale. Bon, là, elle n'était pas très glamour à utiliser parce qu'elle était un peu molle, mais elle avait aussi la capacité d'utiliser le système électrique pour donner du peps en conduite sportive. Et là, franchement, c'était génial. Économique certes, mais tout en restant fun et pétillante. Clairement, les anémiques et horripilantes hybrides Toyota et leur transmission à variation continue prenaient une belle claque en comparaison. Le plaisir de conduite de la Honda CRZ, c'était démonter en régime un passage de rapport manuel contre un moteur qui hurlait pour une voiture qui n'avançait pas chez Toyota. Avec tous ces programmes en parallèle, Honda travaillait forcément sur la propulsion électrique, puisqu'hydrogène et hybride reposaient sur des moteurs électriques pour leur propulsion. Partiellement ou totalement. Honda décide alors de replonger dans l'électrique pure avec sa propre technologie en 2017, en présentant le VN Concept. Puis, 2 ans plus tard, la version de série qui en est dérivée, la Honda E. Petite citadine dont le design évoque la première Civic, la voiture étonne et séduit. Son design est sympathique et son intérieur très technologique. Toute la largeur du tableau de bord est couverte d'écrans, en faisant une véritable voiture multimédia. On verra que cette caractéristique est appelée à devenir un des attributs emblématiques de la marque. Et moi, je trouve ça très bien. Ça change de ceux qui copient l'architecture des Tesla. Et en plus, d'autres constructeurs copient aussi cette manière de faire. La Honda E rencontre un succès d'estime, mais se heurte à de nombreuses oppositions, même au sein de l'entreprise qui l'a construit elle-même. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que l'auto doit emporter plus de batterie pour une meilleure autonomie. Le succès de la Zoé ou de la Fiat 500e, tout comme l'échec de la Mini ou du coup de la Honda E, prouve que les détracteurs de la voiture avaient raison.
Avec des ventes confidentielles largement en dessous des prévisions, la petite héritière électrique de la Civic originelle ne parvient pas à être rentable. Pire, ses prix sont régulièrement revus à la hausse en raison de coûts de production trop élevés, parce que les volumes ne sont pas là. La sympathique Honda E disparaît des catalogues en 2024 après avoir écoulé les derniers exemplaires produits au Japon en 2023. D'un point de vue mondial, Honda se porte plutôt pas mal, mais sa filière automobile accuse tout de même un peu le coup. Ses ventes en Europe sont en berne au point que le constructeur retire ses billes en vendant ses participations industrielles sur le vieux continent. Aux États-Unis, son marché est de plus en plus parasité par Tesla, et même Acura, la marque de luxe de Honda, voit ses ventes reculer. Proposer une offre électrique globale et pertinente devient une évidence pour un constructeur à l'image technologique comme Honda. Ce n'est toutefois pas facile de réussir à mettre en place toute une gamme, toute une technologie et toute une architecture pertinente dans un délai très court. Plutôt que de mal faire les choses, Honda s'est alors dit qu'il fallait miser sur les partenariats pour aller plus vite. Afin de répondre à la demande de ses clients, Honda s'est associé à General Motors, Dongfeng et GAC Motors pour réaliser 2 SUV. Le Prologue aux États-Unis et le iNY1 en Europe. Dans les deux cas, les premiers avis sont plus que mitigés sur les machines. Et franchement, elles sont pas meilleures que les voitures des constructeurs traditionnels. Chères et en retrait sur les prestations, les deux autos n'ont toutefois pas vocation à être vendues en très grande masse. Elles ont en effet une toute autre fonction. Préparer le terrain pour les vrais Honda électriques. Avec des produits en vente dans ses réseaux de distribution, Honda peut avancer sur la formation et l'éducation des personnels. Lorsque l'offre interne du constructeur arrivera, toute la filière sera prête pour lui faire bon accueil et assurer son succès. Mais au fait, c'est quoi cette nouvelle offre? D'après ce qu'on sait, Honda va se lancer dans 2 approches différentes. La première est celle du luxe et de la voiture hyper connectée. Cette tâche est dédiée à la co-entreprise entre Honda et Sony qui s'appelle Afeela. D'un aspect traditionnel mais très qualitatif, l'auto doit séduire les geeks et fanas de l'univers Sony. Le géant de l'électronique et du divertissement japonais apporte son expertise et ses catalogues pour faire de l'Afeela une auto où il fait bon se laisser emmener en voyage. La conduite autonome a donc une place prépondérante dans ce concept, tout comme la présence de grands écrans pour tous les passagers. Notez la présence, comme dans la Honda E, de l'écran géant barrant le tableau de bord. L'Afeela est une nouvelle conception du transport où la voiture devient une extension de votre salon. Ses bases conceptuelles sont augmentation pour l'univers visuel et auditif, autonomie pour la conduite et affinity pour l'attachement de son propriétaire à un écosystème de loisirs qui comprend la PlayStation, le cinéma et la musique. Si je n'étais pas un grand fan de conduite automobile, j'avoue que cette proposition saurait me séduire. J'utilise souvent des produits Sony et force est de constater que leur qualité est bien souvent largement au-dessus de la concurrence. Une télé ou une barre de son Sony, c'est très qualitatif et le meilleur smartphone Android que j'ai possédé était aussi un Sony. Associer Honda et Sony dans une automobile est très intéressant d'un point de vue usage et j'espère que le succès sera au rendez-vous. Mais pour moi, c'est l'autre volet de l'avenir électrique de Honda qui me fait vibrer, le projet Zero. Si l'Afeela est une Sony motorisée par Honda, le concept Honda Zero Series est probablement l'inverse. Des voitures Honda informatisées par Sony. Présenté au CES 2024, le concept Honda Zero est tout d'abord perçu comme une idée, une vision de l'esprit destinée à démontrer une intention. Certes, des autos sont présentées, mais produire un prototype est facile, surtout avec la propulsion électrique. On pourrait se dire que, comme beaucoup de ses concurrents, Honda ne fait que du blabla pour faire patienter ses clients et pour continuer à vendre ses autos à combustion interne. C'est ce que j'ai pensé au début et j'ai mis le communiqué de presse dans la même poubelle que les annonces de batterie solide de Toyota ou les élucubrations de Mazda au sujet de leur dernier moteur thermique censé être plus propre que la propulsion électrique. Honda avait beau annoncer que ses concepts zéro présentés au CES étaient à 90% des modèles de série, pour moi ce n'était que des paroles. Il y a quelques semaines pourtant, des annonces m'ont fait ressortir le projet Honda Zero de la poubelle, car les actions ont contre toute attente suivi les annonces. Fin avril, l'annonce officielle tombe. Honda lance la construction d'une usine à 15 milliards de dollars canadiens en Ontario pour produire véhicules et sous-ensembles pour la mobilité électrique. Honda et LG présentent également un partenariat pour le projet Zero. Enfin, le 16 mai, Honda dévoile son plan d'investissement pour la voiture électrique et les chiffres sont juste astronomiques. Ce sont l'équivalent de 65 milliards de dollars américains qui sont provisionnés par le constructeur d'ici 2030. Toutes ces annonces donnent à penser que Honda a décidé, une fois de plus, de prendre le taureau par les cornes pour se refaire une santé.
Voyons donc quel est le menu et ce qu'est ce fameux projet zéro. Honda n'a pas communiqué grand-chose, mais l'historique de la marque dans le domaine de la voiture électrique peut donner de bonnes idées de ce qui pourrait être plausible. D'un point de vue technologique, toute l'architecture des voitures semble être nouvelle, mais sans pour autant reposer sur des technologies encore en développement. La plateforme de type skateboard sera commune à toute la gamme zéro. Pour dessiner cette nouvelle plateforme, Honda a défini un cahier des charges en 3 points. Thin, light and wise. Fine, légère et intelligente. Pour moi qui m'intéresse à l'efficience, c'est sûr que ça me parle. Comme Honda n'a pas communiqué sur la technologie en elle-même, on va devoir deviner un peu. Premièrement, la finesse. Honda veut que les planchers de ses autos soient les plus fins possibles. Pour y parvenir, 2 aspects sont à prendre en compte. La batterie et la mécanique. Niveau batterie, je pense que Honda va adopter des cellules poche d'un format relativement similaire aux Ultium de chez General Motors, mais en les intégrant totalement différemment dans leur pack. Là où GM produit des modules blindés, lourds et massifs, Honda pourrait utiliser la technique qu'utilisent déjà certaines startups, mais aussi BYD pour ses batteries Blade. Je m'explique, une partie des batteries prismatiques sont produites avec des électrodes enroulées, avec une forme oblongue, tandis qu'une cellule poche est faite de multiples couches d'électrodes. CATL produit également des cellules prismatiques avec des électrodes empilées pour certaines de ses utilisations. Dans ces architectures, avec des couches multiples d'électrodes, chaque électrode est reliée aux bornes de la cellule par une languette. Donc dans une cellule prismatique CATL de type LFP, on n'a que 2 languettes dans lesquelles doit transiter tout le courant entrant ou sortant. C'est un goulot d'étranglement et un point de chaleur. Dans une batterie BYD Blade, on aura 53 électrodes, positives ou négatives, et donc ces 53 passages de courant permettent de faire passer plus d'énergie avec un échauffement moindre. Voilà entre autres pourquoi les constructeurs traditionnels aux autos gourmandes en énergie préfèrent les cellules poche. Elles permettent des puissances de charge élevées pour masquer la pauvre efficience de leur mécanique. Autre point qui différencie les cellules poche des prismatiques, l'enveloppe. Une cellule poche est en polymère souple, tandis que les prismatiques sont rigides, parfois en plastique, parfois en métal. Maintenant, imaginez une cellule poche qu'on va mettre dans un boîtier hyper résistant, genre en aluminium. Et bien là, vous obtenez une cellule Blade. Le boîtier en métal comprime les électrodes et supprime la nécessité d'un module lourd et coûteux. De plus, l'aluminium conduisant bien la chaleur, le refroidissement est grandement facilité. Vous avez les avantages des 2 cellules. Multiples languettes pour la charge et la décharge et gestion thermique facilitée. Si Honda a adopté une telle architecture et réalisé un pack composite avec une plaque de refroidissement performante, le tour serait joué. Un plancher fin et léger pour un pack doté de bonnes performances. Les charges annoncées de 15 à 80% en 10 à 15 minutes seraient compatibles avec ce type de technologie. Et en plus, un tel pack serait évolutif. Y mettre des cellules tout solides comme Honda le tease sur son site internet serait possible à l'avenir. Mais ce n'est pas nécessaire pour réaliser les performances annoncées aujourd'hui. Honda annonce aussi une autre caractéristique de sa batterie qui laisse rêveur. Ils annoncent une dégradation de moins de 10% de sa capacité après 10 ans d'utilisation. Avec des cellules telles que je vous les ai décrites, c'est tout à fait plausible, et pas seulement avec une chimie LFP. Je pense d'ailleurs que Honda ne fera pas appel à cette chimie, mais bien à une classique nickel-manganèse-cobalt, très bien maîtrisée par son partenaire LG. C'est sur la forme que les choses changeront. La batterie serait plus dense et donc plus légère qu'un pack LFP. En misant sur une architecture 800 volts et une puissance de recharge moyenne de 200 kW, on peut calculer la taille d'un pack plausible, 72 kWh environ. Voilà qui serait une taille plutôt réaliste pour une auto efficiente. Je pense donc qu'une berline serait dans ce type de capacité, tandis qu'un SUV ou un utilitaire monterait à 90 ou 100 kWh. Niveau motorisation, je pense qu'il pourrait également y avoir des surprises, car Honda a déjà par le passé fait preuve d'ingéniosité dans le domaine. On sait qu'un moteur à aimant permanent est très efficace, mais seulement à bas régime. Pour résoudre ce problème, on peut adopter 2 solutions. Soit on réduit la vitesse de rotation, soit on lui adjoint une réluctance variable, comme chez Tesla. Pour la première solution, il est nécessaire d'avoir un moteur développant un bon couple, afin de tirer une transmission longue. Or, le couple, c'est une force multipliée par un bras de levier. Si vous augmentez le bras de levier ou le diamètre du moteur, vous augmentez le couple. C'est ce que font les moteurs appelés les pancake motors, dont le diamètre est plus important que la largeur, et dont font partie les moteurs roues. Le moteur pancake peut avoir 2 types de fonctionnement, soit à champ axial, soit à champ radial. Imaginez un moteur pancake avec en son centre un réducteur et le différentiel.
toute la mécanique de propulsion serait contenue dans un volume extrêmement réduit et avec une excellente efficience. Or, il se trouve que Honda a travaillé énormément sur les moteurs de type Pancake avec le V+ de 1997 ou les hybrides et hydrogène. Pensez-vous que Honda jetterait toute cette expérience à la poubelle au lieu de s'en servir sur leur nouvelle génération de voitures électriques? Moi, je ne le pense pas parce que cela permettrait à la Honda d'être extrêmement efficiente d'un point de vue mécanique. Pour la direction et le freinage, Honda a annoncé des commandes électriques. Il est donc tout à fait possible que le constructeur japonais adopte une architecture 48 volts pour avoir assez de puissance pour cela. De plus, cela offre un gros avantage pour la conduite autonome. Avec des systèmes redondants, on peut se passer de colonnes de direction ou de lignes hydrauliques encombrantes, et c'est au profit de l'espace intérieur. On le voit, Thin, Light and Wise n'est pas seulement une série de mots, c'est une manière de concevoir une machine tournée vers l'utilisateur. Pour l'interface homme-machine, on retrouve ce grand écran qui court sur toute la largeur de l'auto, avec toutefois une petite différence. Il n'est pas recouvert d'écran. Ce sont les écrans eux-mêmes qui forment le tableau de bord. L'ensemble est simple, lisse et vaste. Je pense qu'ici l'accord avec Sony pour l'Afila trouvera une extension bien à propos. En s'occupant de la partie infotainment, l'interface utilisateur n'en sera qu'améliorée. En combinaison avec la conduite autonome Honda Sensing, on pourrait retrouver sensiblement ce qu'offre l'Afila, mais d'une façon complètement différente. En effet, la plateforme Honda est conçue pour le plaisir de conduite et devrait se révéler plus légère et plus vive que l'Afila. D'un autre côté, l'immersion numérique sera supérieure dans la Sony, et c'est ce qui fera sa différenciation. Autre point important qu'on retrouve dans les deux projets, la communication vers les autres usagers de la route. L'Afila dispose d'un écran dans le bandeau lumineux avant, tandis que la Honda Saloon ou le Space Hub en font de même pour l'avant, mais aussi pour l'arrière. Et là, je viens d'évoquer les deux premiers produits de la gamme Honda Zero. Ils répondent à mon avis à deux besoins totalement différents, mais chacun à sa façon, promettent de changer la manière dont on voit l'automobile. Le Space Hub est une sorte de navette avec un grand volume intérieur. Elle dispose de places face à face et d'une porte coulissante à l'arrière. Sa configuration me fait énormément penser à un taxi ou un Uber. C'est un peu le genre du canot qui surfe sur le même concept. Personnellement, je pense que Honda n'a présenté le Space Hub que pour illustrer une proposition diamétralement opposée à celle du modèle qui doit être commercialisé en 2026 aux États-Unis, la Saloon. Le jour où j'ai visionné la vidéo de présentation de cette auto, j'ai été scotché totalement et durablement. Ce que vous devez savoir, c'est que je suis un éternel rêveur en matière d'automobile. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que j'ai pu passer à me rêver au volant de tel ou tel concept car fabuleux. J'étais particulièrement accro aux voitures de rêve de GM des années 80. Et parmi celles-ci, une d'entre elles en particulier, la Chevrolet Express. Si en plus je vous dis que l'une des supercars qui m'a fait rêver enfant était l'Isdera Imperator 108i, je pense que vous voyez l'affiliation. Avec une musique et un univers tellement proche de mes films fétiches des dernières années, Blade Runner 2049 et Tron Legacy, tous les ingrédients étaient là pour faire péter tous les fusibles de mes neurones. Donc si vous attendez de moi un avis objectif sur l'aspect de cette nouvelle Honda Saloon, c'est non. Ses formes sont pour moi juste parfaites, effilées, aérodynamiques, conçues pour l'efficience. Sa carrosserie n'en est pas moins dynamique. Les hanches arrière larges et musclées contrastent avec la ligne effilée de son toit, tandis que la calandre et les feux arrière tranchent dans une forme tout en courbe et lui donnent du dynamisme. Pour moi, seule la forme des phares aurait pu être mieux intégrée, mais on s'y fait finalement. On dirait une Lamborghini qui aurait laissé de côté les artifices inutiles pour se concentrer sur l'essentiel, tout en offrant l'espace d'une berline. Car oui, malgré sa forme qu'on pourrait penser très plate et basse, la Saloon est très vaste à l'intérieur. L'intégration des écrans dans le tableau de bord ou dans l'arrière des sièges avant offre un ressenti extrêmement flatteur et futuriste. Pour le côté pratique, les portes papillons sont clairement une bonne option, car l'accès à bord en est facilité, permettant d'avoir une voiture plus basse. Au final, de mon point de vue, tout comme le Cybertruck ou l'Aptera, la Honda Saloon est une incarnation du futur qui n'a rien à voir avec ce que veulent nous vendre d'autres constructeurs, à savoir des autos toujours identiques encore et encore, simplement remaniées pour singer un semblant de modernité. Toutefois, pour que cela fonctionne vraiment, il faudra que la Honda Saloon soit réellement une auto du futur. Cybertruck et Aptera ont déjà pavé le terrain de technologie ou de design permettant de faire de réelles avancées en termes d'usage. Et si Honda se donne réellement les moyens d'en faire de même, il y a de fortes chances que ses concurrentes nippones se fassent balayer.
Personnellement, mon cœur s'accélère tant et si bien à chaque fois que je regarde la vidéo de présentation de la Saloon que je n'ose pas espérer l'avoir commercialisée en Europe à un prix qui la rende abordable à mon budget. Car si c'est le cas un jour, tous les verrous de raison de mon cerveau risquent bien de péter sans crier gare. Mais bon, est-ce vraiment une mauvaise chose? Je répondrai à la question lorsqu'on en saura plus sur la version de série. Toujours est-il que Honda a déjà réussi quelque chose avec ce projet Zero. Il donne l'espoir de disposer enfin d'une alternative séduisante aux autos lourdes, mal conçues et dispendieuses en matériaux ou en énergie. Avec le programme Zero, Honda reprend le flambeau de la Hyundai Ioniq 28 ou de la Tesla Model 3 pour des autos plus responsables sans pour autant oublier le plaisir et le grain de folie. Allez, franchement, les dirigeants de Honda, dites-nous que vous n'avez pas raconté d'histoire. Dites-nous que vous allez réellement faire cette voiture et qu'elle sera aussi exceptionnelle que ce que vous présentez. Si c'est le cas, j'espère qu'elle me fera l'effet waouh que je n'ai plus ressenti dans une auto depuis la Model S. Et là, je risque d'être victime de ma propre devise. Tu l'essayes, t'es foutu. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao! Bien, aujourd'hui, pas de spoiler, mais simplement une petite explication, juste pour ceux qui pensent que mon titre est putaclic. En fait, il ne l'est pas. C'est aujourd'hui, je pense réellement que un constructeur comme Honda, avec un programme comme ça, s'ils vont au bout des choses et qu'ils décident de faire ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, eh bien, il y a de fortes chances que Honda soit en mesure de concurrencer Tesla. Clairement, aujourd'hui, s'il y a un seul constructeur qui, moi, aujourd'hui, me semble en position philosophique d'être un Tesla killer, entre guillemets, donc d'être un concurrent réel de Tesla, c'est bien Honda et personne d'autre. Toyota est à la rue, avec en plus leur annonce comme quoi ils sont désolés, mais ils ont triché sur les pollutions et les capacités de leur moteur. 3 modèles sont retirés du marché, donc Toyota, pour moi, de toute façon, ils étaient déjà out dès le début. Mazda est pas assez gros, ils sont clairement à la rue. Nissan, depuis qu'ils ont plus avec Renault, là, ils rament. Bref, chez les constructeurs traditionnels, il y a ceux qui ont de l'argent, mais pas de volonté. Et là, c'est BMW, c'est Volkswagen, c'est General Motors. Et d'un autre côté, vous avez les constructeurs qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'image, et qui, eux, ont la volonté. Je parle de Rivian, je parle de Lucid qui se développe, même d'Aptera. Et donc, tous ces constructeurs-là sont pas prêts de concurrencer Tesla, même si ça pourrait arriver dans 20, 30, 40 ans. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul constructeur qui a des moyens financiers, qui a un volume suffisant, qui a la capacité technique de le faire, eh bien, je pense que le seul qui a la volonté en plus de le faire, c'est Honda. Voilà pourquoi j'ai fait ce titre qui dit Honda, le Tesla killer que personne n'attendait, le Tesla killer japonais. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt, salut.